Mercredi 4 juin, voici le sommaire de l'édition de l'Intelligent Club en direct sur l'Intelligent TV. La liste électorale publiée, le PDCI saisit les Nations Unies. Que prévoit Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro? Violence au camp pénal de Bouaké, un incident de trop, 2 mois après. Une tentative d'évasion dans le même établissement pénitentiaire. Enfin, la FIDOP de la chaîne de télévision NCI. Le secrétaire général répond au président honoraire Boga Sako Gervais. Merci à tous de nous rejoindre. Rendez-vous dans quelques instants. Fin du suspense depuis ce mercredi 4 juin, sous le coup de minuit. La liste électorale définitive, objet de toutes les cristallisations, a enfin été mise en ligne sur le site de la commission électorale indépendante. Sans surprise, les noms des principales figures de l'opposition ivoirienne, dont celui de Cheikh Tidiane Cham, ne sont pas inscrits sur le fichier. Première impression, Jean-Richard Nguesson, votre lecture de cette situation? Moi, pour ma part, j'estime que la situation était prévisible, plus ou moins. On sait, en ce qui concerne le président du PDCI RDA, M. Tidiane Cham, fin avril dernier, la justice avait déjà estimé que Tidiane Cham n'était pas ivoirien au moment de son enrôlement en 2022. C'est une situation que toute la Côte d'Ivoire savait plus ou moins. Et puis, s'agissant du président Soro Guillaume, on sait qu'il a été condamné également par contumace en octobre 2020. Et on sait aussi que le président Laurent Gbagbo, le président Charles Blé Goudé ont également été condamnés au regard de tous ces éléments-là. C'est pas une surprise de constater que ces différents leaders de partis politiques ne figurent pas sur la liste définitive pour les prochaines élections d'octobre 2025. C'est une situation assez dommageable pour ces différents partis politiques, mais la situation se présente. Que vont faire ces différents partis politiques? On attend véritablement de voir. Soro Djabiga, bonsoir. Bonsoir, Adji. Mais quel est votre regard justement sur cette liste qui a été publiée? Ce n'est pas une décision en elle-même, c'est quelque chose auquel tout le monde s'attendait plus ou moins en Côte d'Ivoire, parce que les 3 derniers évoqués par Jean-Richard Nguesson n'étaient déjà pas présents sur la liste provisoire publiée il y a quelques mois. Et aujourd'hui, le président Tidiane Cham, qui y figurait, lui, voit son nom retiré du fameux fichier. Votre regard justement sur ce retrait qui suscite déjà suffisamment de tension? Adji, la publication de la liste électorale définitive qu'on abrège communément l'aide a acté un fait majeur, un fait dommageable, l'exclusion de 4 grandes figures de l'opposition ivoirienne, qui sont Tidiane Cham, le président du PDCI, Laurent Gbagbo, le président du PPACI, Charles Blé Goudé, le président du COJEP, et Guillaume Soro, le président de GPS. Et cette situation nous amène à nous poser des questions. D'abord, quelle est la légitimité de ce processus électoral? Aujourd'hui, sans ces 4 grandes figures, le RHDP va sur ce terrain électoral-là contre quel candidat? Quelle sera la légitimité du candidat du RHDP qui sera élu au soir du 25 octobre si ces 4 grandes figures ne sont pas représentées dans la course à la présidentielle? C'est dommage. Et pour répondre à la question, la première question qui est que vont faire ces différents leaders-là? Je vais anticiper. Je pense que vous avançons de façon progressive. C'est vrai qu'on en viendra tout à l'heure, mais déjà votre regard, vos impressions. Ce soir déjà, j'étais au siège du PDCI pour prendre part à la déclaration du parti. Et une déclaration dont on va suivre un extrait tout à l'heure. Ce n'est pas la vidéo qu'on va suivre, mais juste l'audio. Je vais juste donner un aperçu de la situation, de l'ambiance de l'ambiance. C'est vraiment pénible. Nous avons senti une ambiance qui est un peu gênante, des gens qui sont un peu découragés, quoi qu'ils n'étaient pas. Ils sont pas surpris de la décision. Parce que tout le monde je l'ai dit déjà hier, si ces personnalités devaient être réintégrées sur la liste électorale, cela allait faire forcément l'objet de procédures judiciaires ou de concertations politiques. Il n'y a pas eu cela, donc on le savait déjà. Mais ça a quand même plombé l'ambiance du côté du PDCI, ce vieux parti qui a lutté pour la démocratie. Vous avez l'impression qu'on s'attendait peut-être au miracle? Non, moi je l'ai dit hier, je ne m'attendais même pas à un miracle. Non, je veux dire,
parmi les militants du PDCI, peut-être que certains se disaient, notre leader ayant été sur la liste provisoire, peut-être qu'éventuellement, il ne serait pas retiré de la liste de procédure. Contrairement aux autres leaders, je veux parler de Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, qui sont frappés par des condamnations, par des décisions de justice. Tidjane Thiam, c'est un peu une décision administrative qui découle d'une décision de justice. Pour lui, il est frappé par une décision administrative. Mais pour lui, il y avait encore peut-être un peu d'espoir. Et quand on regarde un peu les différentes rencontres que le président du PDCI a eu à faire depuis ces deux derniers mois, notamment en Belgique et très bientôt aux États-Unis, tout ça, on voit qu'il y avait quand même des lobbying qui ont été faits et on se disait, et il a saisi récemment la Cour de justice des Nations Unies. On s'est dit peut-être qu'il allait y avoir non, ça ne date que d'hier, justement. On s'est dit qu'il allait avoir quand même de l'espoir. Donc c'est quand même un sentiment de découragement. Pas de l'espoir. Après, quand il y a une décision de justice qui sort, il ne peut pas avoir d'espoir. Une décision de justice, la justice nous a fait savoir qu'en 1997, M. Tidjane Thiam avait acquis la nationalité française. Il en a été libéré le 20 mars dernier. La justice s'est libérée de sa nationalité 4 mois après la révision de la liste attention à cette Après, je ne suis pas sûr mais c'était assez clair. Absolument. Ça fait plus ou moins qu'il est dans la procédure sur la liste définitive. Personne. Je pense que c'est pas une surprise. Soro Djabiga l'évoquait tout à l'heure. Ce mercredi, le PDCI s'est réuni lors d'une rencontre spéciale à son siège à Abidjan Cocody. Et voici la déclaration qui en fait un extrait de la déclaration qui en a découlé. Elle a été faite par le secrétaire exécutif du parti, Emou Sylvestre. Les Ivoiriens, dans leur très large majorité, condamnent l'instrumentalisation de la justice pour éliminer l'un des plus dignes fils de la Côte d'Ivoire, qui a toujours fait la fierté des Ivoiriens et qui a tant apporté à notre pays. Aucun patriote ne saurait se réjouir de faire du fait qu'il soit privé de son droit de se présenter à la plus haute et importante compétition politique qu'est l'élection à la présidence de la République. En conséquence, le PDCI-RDA annonce l'organisation de manifestations sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux dispositions constitutionnelles garantissant la liberté d'expression et de rassemblement. Dans ce cas, des marches démocratiques vont se tenir dans les heures à venir. Le PDCI-RDA appelle les forces de défense et de sécurité à encadrer ces manifestations conformément à leur mission régalienne. Le PDCI-RDA tient pour seul responsable de cette situation les dirigeants du RDR-RHDP qui ont systématiquement ignoré les appels au dialogue formulés par l'opposition politique ivoirienne. On disait à l'instant, juste avant d'écouter la déclaration d'Emou Sylvestre, que le PDCI, dans la soirée d'hier, annonçait avoir saisi les Nations Unies à l'effet de porter le cas de son président Tidjane Thiam devant le Conseil de sécurité en vue de faire pression afin qu'il soit rétabli dans ses droits civils et qu'il puisse enfin recouvrir ses qualités d'électeur tout autant que d'éligible. Jean-Richard Nguessan, on vient d'entendre justement la réaction du secrétaire du numéro 2 du parti. À votre niveau, est-ce que vous pensez que la saisine de l'ONU peut avoir une influence sur l'évolution des choses? Moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Vous savez, depuis plusieurs mois, il y a une offensive internationale diplomatique au niveau du PDCI, mais cela n'a pas donné grand-chose. Et on se souvient que les décisions des Nations Unies ne sont pas forcément contraignantes. Et à ce niveau-là, moi, je me dis peut-être que le PDCI, son président, parlait très souvent de rapport de force. Peut-être que c'est le rapport de force qui va éventuellement permettre un changement dans l'attitude du parti au pouvoir. Vous savez, on a tous salué ici le 9e congrès électif au niveau du PDCI-RDA qui a vu l'élection du président Tidjane Thiam avec un score assez fleuve de plus de 99%. Le PDCI a eu le mérite de contourner la difficulté, cette difficulté qui se présentait au devant d'elle. Maintenant, il y a une autre difficulté qui surgit au devant du parti. Que va faire le parti? Est-ce qu'on doit forcément s'appuyer sur les Nations Unies, la
décision des Nations Unies? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'à ce niveau-là... pas encore rendu. Ah oui, mais à ce niveau-là, on sait plus ou moins, il y a de cela quelques semaines, que le PDC RDA a visité quelques représentations diplomatiques, non seulement en Côte d'Ivoire, à l'international. Ils ont visité notamment le Parlement européen. Cela n'a pas apporté grand-chose. On sait plus ou moins, il y a de cela quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop tôt pour anticiper sur l'impact de ces différentes tournées-là? Parce que c'est vrai, il y a du lobbying qui est mis en branle, mais concrètement, ça peut prendre quand même quelques temps. Oui, forcément. Vous savez, moi j'ai écouté la déclaration du président Kubié, j'en parlais ici. Il dit si la justice ordonne à la CEI la radiation de certains de nos citoyens parce qu'ils ne sont pas, ils sont déchus de leurs droits politiques ou encore de leurs droits civils, lui il s'exécute. Donc après, moi j'estime pour ma part que après c'est une décision politique qui peut plus ou moins permettre à M. Tidjane Tcham ou encore au président Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale. Mais en l'état actuel des choses, je ne crois pas qu'une pression internationale puisse inverser les décisions au niveau d'Abidjan. Soro Djabiga, votre avis sur la question au niveau de la saisine des Nations Unies par le PDCI? Oui, c'est une saisine qui est utile, mais qui n'est pas assez percutante. Parce que la communauté internationale peut constater des violations. La communauté internationale peut interpeller, mais elle ne peut pas agir directement, elle ne peut pas contraindre à l'effet d'annuler des décisions de justice, malheureusement. Mais elle peut, avec l'appui d'autres institutions sous-régionales et régionales, telles que la CEDEAO et l'Union africaine, continuer d'interpeller, continuer des déclarations afin de dénoncer tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais la tâche sera difficile si la Côte d'Ivoire est hermétiquement fermée à toute intervention extérieure. Là, ça sera encore plus compliqué. On a déjà vu en 2020 avec des décisions qui allaient dans le sens de Guillaume Soro et de Laurent malheureusement, on n'a pas porté de justice. Voilà, surtout avec le repli du souverainisme maintenant, c'est de plus en plus difficile d'intervenir dans les États, dans les affaires intérieures des États. Donc, je pense que c'est bien beau de saisir les organisations internationales, mais pour ma part, je pense que la destinée des Ivoiriens, notamment l'issue de ce problème-là, se trouve entre les mains des citoyens ivoiriens. Je pense qu'il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités afin de dénoncer ce qui se passe. À ce niveau-là que je voulais intervenir, je veux lire tout simplement les propos du ministre de la Justice de la Côte d'Ivoire. On se rappelle qu'il y a de cela quelques semaines, les Nations Unies avaient invité les partis politiques à la table de négociation et il avait dit, et je cite, il convient d'indiquer que ces recommandations n'ont à ce stade aucune valeur contraignante. L'État examiné pouvant en toute souveraineté décider d'accepter ou de rejeter l'un ou l'autre de ces recommandations. Ça, c'est le propos du ministre Sakambili à l'issue de la recommandation des Nations Unies. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien n'est pas obligé d'écouter les recommandations des Nations Unies. Vous savez, donc, après perdu pour le PDCI. Après cela, au regard de ce qui a été dit, je me dis que qu'est-ce qui va sortir de ce marathon diplomatique? Qu'est-ce qui va sortir? Après, on s'est félicité, comme je le disais tantôt, du PDCI qui a réussi à contourner les difficultés pour cette procédure judiciaire qui s'est dressée au débat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le PDCI va faire? Qu'est-ce que les différents partis politiques vont faire? C'est la question qu'on se... C'est vrai qu'on regrette un tout petit peu l'absence de ces différents leaders, ce qui aurait permis à la démocratie d'être beaucoup plus... D'autant plus que le parti, enfin, la commission électorale se refuse à toute révision de la liste avant l'élection présidentielle et qu'elle parle de l'organiser après le scrutin d'octobre 2025, ce qui pour l'opposition est inacceptable. Et le président Kubié a été assez clair dessus lors de sa conférence de presse. Il dit une révision due en moyenne 6 à 7 mois. Et quand l'état actuel des choses, c'était impossible. La Même si en 2020, on a eu la révision du 10 au 24 juin. Après, on se pose des questions. Il a tenu ces propos-là devant toute la Côte d'Ivoire. Il dit c'est impossible de le faire. Mais il ne faut pas forcément se fier à cela. Moi, j'ai le propos du président de la CEI qui dit que en cas de révision de la liste électorale, on risque de compromettre la tenue des prochaines élections. C'est lui qui le dit. Donc, en l'état actuel des choses, il ne peut pas avoir une révision de liste électorale. C'est selon les arguments avancés par le président. Soro Djabiga, vous voulez réagir? Oui, donc moi j'aimerais revenir sur ce que peuvent faire les différents candidats qui sont frappés aujourd'hui par ces différentes décisions-là. D'abord, j'aimerais prendre le cas de Tidjane Tcham,
qui semblait incarner une posture de rupture apaisée, qui est aujourd'hui suspendue à une procédure onisienne. Et en le faisant, le PDCI joue sa dernière carte. Le PDCI joue la carte de l'arbitrage international. Et si cette action n'a pas porté, nous allons assister à une procédure électorale qui sera pas crédible. Ça, c'est clair. Parce que si les institutions internationales ont dénoncé des choses, on fait des actions en vue d'apaiser la situation et que l'élection se tient quand même en écartant les 4 grandes figures de l'opposition, l'élection ne sera pas crédible. Alors aujourd'hui, de quels moyens d'action dispose concrètement et le PDCI-RDA, mais également les formations politiques dont les leaders sont écartés du fichier électoral pour arriver à se faire entendre par le pouvoir? D'abord, nous avons un Laurent Gbagbo, président du PPAC, qui est silencieux pour le moment et qui va certainement prendre la parole pour réagir sur l'affichage. J'ai peut-être une conférence de presse sur l'affichage de la liste là. Il va réagir certainement le samedi 7 parce que le PPAC tient un meeting à Port-Boué et je pense qu'ils auront l'occasion de se prononcer là-dessus. Voilà. Il y a Charles Blé Goudé qui a réagi par la déclaration de son parti politique, le COGEP, ce soir. Bon, une réaction spontanée de soutien à Tidjane Tcham. Ce que j'aimerais dire, il y a 3 éléments. Moi, je vois 3 grandes choses que l'opposition pourrait faire. Il y a d'abord la désobéissance civile. La désobéissance civile. Il y a aussi une candidature d'alternative. C'est-à-dire l'opposition décide de soutenir une autre candidature vu que ces 4 grandes figures sont écartées de la liste présidentielle. Donc ça, c'est une autre option. Ou encore... À ce niveau-là, il faut faire preuve de prudence. On sait ce que la désobéissance civile a coûté à la Côte d'Ivoire. Non, c'est une alternative. Ou la 3e option, ce que je vois, c'est-à-dire l'opposition mise carrément sur le silence, on laisse faire les choses, et après on mise sur des actions post-électorales en vue de décrédibiliser l'élection. Déjà, l'élection ne sera pas légitime sans ces 4 grandes figures. Donc je vois 3 choses. Soit la désobéissance civile, soit une candidature d'alternative, ou encore le retrait carrément et une action post-électorale. Vous savez, moi, j'espère très peu à tout ce balai diplomatique qui est en train de se faire. Vous savez, le 28 avril 2020, l'État de Côte d'Ivoire avait refusé d'exécuter une décision de la Cour africaine de développement. On se rappelle de cette décision qui lui demandait le surseoir à l'application du mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. L'État avait refusé tout simplement. Et après, il y a certaines décisions qui ne contiennent pas l'État à le faire. À ce niveau-là, de façon concrète, justement, au moyen d'action dont dispose aujourd'hui l'opposition ivoirienne. Les 4 grands leaders sont aujourd'hui mis à l'écart. C'est une certitude à ce jour. Que peuvent-ils faire concrètement? Soro Djadiga a évoqué 3 pistes d'action. Il y a les manifestations publiques pour se faire entendre. Outre la rue, il a également parlé d'alternatives au sein de ces différentes formations-là, de plan B, que refusent aujourd'hui d'entendre parler et le PDCI, et le PPACI, et le COGEP, et même GPS. GPS n'est pas reconnu officiellement. On a également la 3e formule que vous avez évoquée tout à l'heure, une action post-électorale pour décrédibiliser le scrutin à venir. Alors aujourd'hui, de votre point de vue, que peut faire cette opposition qui semble être aujourd'hui quelque peu aux abois? Il est difficile de cerner véritablement la démarche de l'opposition, mais ce qui serait souhaitable, c'est de voir un processus électoral assez paisible. Et c'est à ce niveau-là qu'on appelle de tous nos voeux à la responsabilité de tous nos acteurs politiques. C'est à ce niveau-là que certains estiment qu'il peut y avoir une union de l'opposition pour penser pourquoi pas un plan B. Tout reste possible. Un plan B autour de qui? Vous savez que les 4 grandes figures sont aujourd'hui hors jeu. Tidjane Tcham en 1995, pareillement, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Quel est ce profil-là qui peut supplanter tous les autres et incarner les espoirs, les aspirations de l'opposition? Après, tout reste possible en Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne estime que Alassane Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. Et si vous estimez que Alassane Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire, il faut conjuguer les efforts pour bouter Alassane Ouattara du pouvoir. Et c'est à ce niveau-là, j'estime qu'il serait de leur responsabilité dans une stratégie qu'ils développeraient de penser pourquoi pas un plan B qu'ils vont peut-être pousser on l'a vu, c'est vrai,
C'est vrai que quand on cite certains exemples, cela frustre un certain nombre de personnes dans l'opposition. Peut-être. Après, bon, il appartient peut-être à jouir de tous ses droits civiques. Il appartient à l'opposition de voir le candidat idéal pour battre, pourquoi pas le RHDP. Mais à ce niveau-là, il faut y penser parce qu'on est à seulement 4 mois d'une élection présidentielle et pendant que l'opposition cherche des solutions, le RHDP essaie de démontrer sa force, sa puissance à travers des précongrès éclatés à travers toute la Côte d'Ivoire. Après recourir à un plan B, ce serait un aveu de la part de l'opposition. Dit aujourd'hui, voir Laurent Gbagbo aujourd'hui faire la promotion d'un autre candidat, c'est donner raison à la justice ivoirienne. Tidjane Thiam aujourd'hui faire la promotion d'un autre candidat, c'est donner raison à la justice ivoirienne, chose qu'ils ont toujours contestée. Donc je pense que cet aveu-là n'est pas envisageable. C'est vrai que ce sont des options, mais je vois que ça ne c'est pas envisageable et ça ne serait pas constant de la part de ces différents leaders-là de revenir encore sur leurs décisions. Ils ont décidé de faire respecter leurs droits, de faire respecter leurs droits civiques et politiques afin d'aller à ces élections-là. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout pour donner l'exemple aussi à la prospérité. Mais il ne faut pas donner raison à la forfaiture, il ne faut pas donner raison aux abus de pouvoir. Ah, très bien. On enregistre justement la réaction de Boga Sako Gervais, président de la FEDOP, qui a tenu à se prononcer sur ce sujet, il faut le dire, très délicat et qui est anxiogène pour tous les Ivoiriens. Il donne sa lecture de l'exclusion de ces différents candidats, mais également juste après lui. On a également la déclaration faite de façon spontanée ce mercredi par le COJEP, le parti de Charles Bigoudé, qui vient donc manifester sa solidarité au président du PDCI, Cheikh Tidjane Thiam. On écoute les deux réactions successivement. La liste électorale en prévision de l'élection présidentielle d'octobre 2025 vient d'être publiée et la CEI se plaît à l'appeler la liste électorale définitive. Je ne sais même pas en quoi est-ce qu'elle est définitive parce que la CEI nous doit une révision de la liste électorale en cette année. Et en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous demandons, nous exigeons même que cette RLE-là se fasse avant l'élection pour que tous les citoyens de ce pays qui, depuis 2024 à maintenant, depuis la dernière révision à maintenant, ont acquis la majorité pour voter, puissent le faire. C'est un droit de l'homme. C'est pour cela que je ne suis même pas d'accord avec l'adjectif définitive. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord encore avec l'adjectif définitive parce que nous sommes des humains face à toute situation. Des solutions peuvent se trouver. Et j'estime qu'en pareille circonstance, nous devrions pouvoir nous parler et trouver des solutions. Je pense que l'endurcissement des uns et des autres nous entraîne généralement dans le mur. Et ça, c'est pas bon. Parce que vous me demandez les conséquences. Et les conséquences, c'est que ça va crisper davantage le climat sociopolitique qui déjà est en train d'être délétère tel que nous le vivons. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas admettre que une liste électorale est problématique. On dit oui, cette liste-là, c'est elle qu'on a utilisée pour l'élection d'Oufoué-Boigny. C'est pas vrai. Le nombre qui est là, moi je n'ai pas voté autant d'Oufoué-Boigny. C'est que ces manières-là. Il faut arrêter. La liste est évolutive. Parce que chaque année, elle est renouvelée. Elle est complétée. Or, on peut prendre une année où on peut la bourrer aussi. De tout et de n'importe quoi. Donc il faut arrêter de faire croire que tout est parfait dans ce monde-là. Quand les gens sont au pouvoir, tout est parfait pour eux. Quand ils sont dans l'opposition, ils décrient. Arrêtons cela un peu. Le projet dénonce avec la plus grande fermeté cette stratégie d'exclusion politique qui vise à confisquer le droit du peuple à choisir librement ses dirigeants. Exprime sa solidarité au PDCI RDA et à son président, le président Tidjane Thiam. Appelle les autorités ivoiriennes à s'inscrire dans une logique d'apaisement, de dialogue et de respect scrupuleux des droits politiques de chaque citoyen. Invite la société civile, les forces politiques et la communauté internationale à se mobiliser pour exiger
des élections inclusives, libres et transparentes. Nous ne pouvons bâtir une nation forte et pacifique sur des fondations d'injustice, d'arbitraire et d'exclusion. La Côte d'Ivoire mérite une démocratie pleine et entière où chaque voix compte. C'est le prix de la paix, c'est le prix de la stabilité. Et c'est ce que le COJEP continuera de défendre avec fermeté et détermination. Pour finir, le COJEP réitère son appel à un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Fait à Abidjan, le 23 avril 2025, pour le COJEP. Très rapidement, analyse de ces différentes réactions et de Bougassako Gervais et du porte-parole du COJEP, Jean-Richard, en une minute. Il y a un sentiment qui prime lorsqu'on les écoute, c'est un sentiment de découragement face à la situation qui prévaut aujourd'hui malheureusement avec le retrait définitif de ces différents présidents de la liste électorale, mais c'était prévisible. On attend de voir est-ce que il y aura une négociation, il y aura des assises entre l'opposition et le parti au pouvoir. C'est vrai qu'ils sont nombreux les Ivoiriens qui appellent de tous leurs voeux une prochaine assise en vue de pallier à tout ce qui est mécontentement, à tout ce qui pourrait enrayer le processus électoral. Mais à 4 mois des élections, on est nombreux aussi à avoir des lendemains plus ou moins sombres pour la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est bien dommage. Soro Djabega, au-delà des inquiétudes qui semblent animer nos deux intervenants, mais au-delà d'eux, il y a également tous les partisans de l'opposition, qu'il faut le dire, craignent une sorte d'embrasement du climat socio-politique à l'approche des élections. Est-ce que l'on peut espérer éventuellement un dialogue politique, que le pouvoir se décide finalement à rencontrer ses opposants pour éviter que les scénarios de 2020 qui avaient fait passer la Côte d'Ivoire à côté du chaos ne se reproduisent dans quelques mois? L'aboutissement au dialogue politique tant attendu viendra des efforts de l'engagement des populations, des membres de l'opposition. Je l'ai dit sur ce plateau tout à l'heure, l'opposition dispose d'une grande marge, d'une grande manœuvre pour pouvoir contraindre le gouvernement à revenir sur la table des négociations. Tout à l'heure, Bougassako l'a dit, il a dénoncé le durcissement du gouvernement. Et ça peut nous conduire vers une spirale de violence que nous avons déjà vécue 5 ans en arrière, 15 ans en arrière. Parce qu'à chaque période électorale, il y a toujours des problèmes, des confrontations. Voilà. Donc, je pense que si l'opposition veut véritablement contraindre le gouvernement à revenir sur la table du dialogue, je pense que ça va passer par une mobilisation commune de toute l'opposition. Dans 2 jours, nous allons attendre la déclaration du PPACI. Déjà, nous avons la déclaration du PDCI qui appelle à une mobilisation, qui a annoncé des manifestations éclatées sur toute l'étendue du territoire national. Même si le dernier, et ce qui s'est d'ailleurs produit à partir du 2 mai. Oui, ce qui s'est fait à partir du 2 mai n'a pas eu d'impact. Si aujourd'hui Tidjane Thiam se retrouve définitivement exclu de la liste électorale, il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de portée. Donc aujourd'hui, il faut aller au-delà de cela, il faut aller plus loin. Et j'espère que le PDCI prévoit des actions d'envergure pour pouvoir véritablement perturber les choses afin que le gouvernement puisse prendre la pleine mesure de la situation. Est-ce que l'opposition a les capacités véritablement de mener des actions d'envergure? Je vais répondre à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un essoufflement? Il va vous répondre tout de suite, c'est juste après 30 secondes. Vous savez, depuis plusieurs mois, on entend les revendications de l'opposition. Est-ce qu'à certains moments, il n'y a pas une certaine lassitude, c'est la même rengaine? Est-ce qu'à un certain moment, on se dit le PDCI a annoncé les choses vont de façon progressive. Le PDCI a commencé d'abord par interpeller. Après, ce sont les dénonciations. Aujourd'hui, le PDCI appelle à des mobilisations. Dans 2 jours, nous allons attendre la déclaration du PPACI qui avait interpellé également. Et il faut croire à la capacité de mobilisation des leaders de l'opposition. Ces leaders-là ont fait les preuves des années en arrière. Le PDCI, en 2020, nous avons vu la désobéissance civile, nous avons vu ce que ça donnait, nous avons vu l'impact.
nul ne peut ignorer la capacité de mobilisation de Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi il faut craindre leur mobilisation commune et ça va faire tâche et ça ne serait pas bien pour la cohésion sociale. Direction Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, la capitale du Béquet a subi une journée de violence assez spectaculaire hier mardi 3 juin 2025 dans le camp pénal de la dite localité. Un incident, une patrouille, enfin une opération de routine a eu lieu et malheureusement a dégénéré avec à la clé 5 morts et plusieurs blessés. Alors là-dessus, on a une sorte d'inquiétude qui tente à enfler depuis la survenance de ce dernier incident. Cela fait cela à peine 2 mois. Le 7 avril, qu'une tentative d'évasion avait eu lieu dans le même établissement pénitentiaire. On connaît la suite, la veille au moins un mort. Aujourd'hui, c'est une autre scène de violence qui vient ébranler la quiétude de l'environnement pénitentiaire en Côte d'Ivoire. Jean-Richard Nguessan, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous savez, cela pose, on en parlait il y a de cela quelques semaines, dans nos prisons aujourd'hui, il y a une certaine difficulté. Non seulement on parle de surcharge dans nos différentes prisons, mais les personnes... Surpopulation carcérale. Vous savez, la Côte d'Ivoire a l'un des taux d'occupation parmi les plus élevés au monde. Et cela est dommage, cela a été démontré par plusieurs institutions qui opèrent dans le milieu carcéral. Et les personnes aujourd'hui dorment à même le sol, dans des cellules surpeuplées. Aujourd'hui, les normes en matière d'hygiène dans nos prisons posent problème. Les accès aux activités même dans nos prisons posent problème. Est-ce qu'il y a une formation ici? Il y a de l'éducation au niveau de nos prisons. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut retrouver dans nos prisons des grenades? On a été plus ou moins surpris par la déclaration du procureur. Lorsque dans cette opération, on retrouve des grenades avec des détenus, on retrouve des gourdins, on retrouve des machettes. Je pense qu'à un certain moment, il faut regarder de plus près à la situation de nos prisons pour essayer de régler les différents problèmes qu'on trouve notamment dans ces prisons. Sabad Jabega, retour sur les faits de façon précise. Comment est-ce que les choses se sont déroulées jusqu'à ce qu'elles viennent à dégénérer? D'abord, le 3 juin, c'est-à-dire hier, les agents pénitentiaires ont tenté de faire des opérations de routine, c'est-à-dire fouiller des cellules, afin de voir si tout s'y passe bien. Parce qu'il faut le dire, ce sont des êtres humains qui vivent dans ces endroits-là. Justement. Et tout s'est passé bien jusqu'à ce qu'ils arrivent au bâtiment F. Arrivés au bâtiment F, ils se sont butés à une opposition farouche des détenus qui les empêchaient d'évoluer. Et ces détenus-là, au moyen de gourdins, de machettes, de pierres et tout autre objet, ont essayé de les empêcher d'accéder à leurs cellules. Et ça crée des échauffourées. Selon la version officielle. Selon la version officielle. Et afin de pouvoir se retirer et sortir de cet endroit-là, les agents pénitentiaires ont tenté des tirs de sommation pour pouvoir se dégager. Et dans ces tiraillements-là, il y a eu des détenus qui ont trouvé la mort malheureusement. On parle de 5 morts et de 29 blessés, dont 6 gardes pénitentiaires. Mais c'est pénible. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 mois en arrière, on a vécu encore ce genre de tiraillement. Avec mort d'homme. Et au niveau de la prison d'Abidjan, qu'on appelle désormais le PPA, à l'instar du PPA d'Abidjan. Ici également, il y a eu des opérations également des opérations de routine qui ont viré à la bagarre. Donc ça pose plusieurs problématiques. D'abord, il n'y a pas une crise justement au niveau de l'univers carcéral en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de crise, mais il y a un problème. Il y a d'abord le problème de surpeuplement. Selon Prison Insider, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui présente le cas de surpeuplement et surpopulation les plus élevés dans le monde entier. D'abord, au niveau de Bouaké, c'est plus de 296%. Et dans certaines prisons de la Côte d'Ivoire, c'est plus de 600%. Vous voyez que c'est compliqué. Et le deuxième problème que cela pose, c'est le problème de renforcement des capacités des gardes pénitentiaires. D'abord, il faut les former à l'effet de pouvoir mener ces missions-là sans craindre des risques. Il y a le problème des équipements aussi des gardes pénitentiaires. Et il y a vraiment l'éthique et la crédibilité qui se jouent dans ce milieu-là. Comment ces détenus font pour faire entrer la drogue, des produits illicites dans ce milieu? Comment font-ils pour détenir des grenades, des armes de guerre dans les prisons, dans les cellules de prison?
Donc il y a tout autant de problèmes qui convoquent une réforme dans le milieu pénitentiaire. Et c'est plus que urgent parce que, remarquez bien, dans bien d'autres pays à l'international, les révolutions ont commencé dans des prisons. Dans d'autres pays, les révolutions ont commencé dans les cités universitaires. Donc ce sont des signaux, si l'on y peut être garde, ça peut devenir un grand problème en Côte d'Ivoire. Alors cela nous amène justement à nous poser la question suivante pour vous emboîter le pas sur Djabouga. Est-ce que la succession de ces incidents dans nos différentes prisons ne constitue pas une menace pour la stabilité sociale? C'est vrai que pour le moment, ça ne se contente qu'au niveau des prisons, mais dans une certaine mesure, à l'approche de la présidentielle, quand on sait que l'on peut s'attendre plus ou moins à des manifestations de l'opposition, mais des manifestations peut-être qui vont sortir du carcan pacifique, ne sait-on jamais, parce qu'aujourd'hui c'est clair que les différents candidats sont écartés. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une sorte de jonction entre ces deux problématiques et qui puisse embraser l'atmosphère? Vous savez, il y a une volonté manifeste de l'administration pénitentiaire de durcir les mesures au niveau des prisons. C'est pourquoi depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a une multiplicité d'actions pour non seulement sortir la drogue de nos différentes prisons, sortir les armes blanches de nos différentes prisons, et ces différentes mesures-là provoquent forcément du mécontentement. Vous savez, il y a un business forcément qui existe dans nos prisons, le business de la drogue. Et cela est su par plusieurs personnes. Vous savez, quand vous regardez de plus près le communiqué qui est sorti, on retrouve près de plusieurs blocs de cannabis, des plaquettes de comprimés tramadol, des téléphones dans les différentes prisons. C'est-à-dire que dans les différentes prisons, il y a un business. Tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit. Et l'administration pénitentiaire en a conscience et elle se dit il est important de régler le problème. Et vous savez, pour régler un certain nombre de prisons, surtout en milieu carcéral, forcément il y a des grincements dedans et c'est ces grincements dedans là qu'on observe. Mais c'est bien dommage, 5 morts à l'issue de cette opération. Je pense que à ce niveau-là, il faut multiplier les opérations dans les différentes prisons pour ne pas qu'on retrouve non seulement des drogues, des grenades dans nos différentes prisons, parce que, comme on saurait le rappeler à l'instant, par moment, des révolutions ou des manifestations dans nos différentes prisons peuvent créer des troubles à l'ordre public, même au niveau national. En 2 minutes, est-ce que l'on doit craindre une déflagration? Non, on ne va pas craindre. Le gouvernement fait des efforts, il faut le dire. Jean-Richard l'a dit, je m'apprêtais à le dire. Si aujourd'hui nous assistons à ces désagréments, c'est parce qu'effectivement il y a des actions qui sont entreprises en vue d'assainir le milieu carcéral. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut regarder à plusieurs choses. Il faut regarder d'abord, est-ce que les gardes pénitentiaires sont suffisamment formés pour pouvoir mener ce genre d'action-là? Il faut regarder aussi la rigueur au niveau des contrôles. Comment se fait-il que les prisonniers arrivent à avoir accès à ces produits? Récemment, pour paraphraser un peu, sur les réseaux sociaux, nous avons vu 4 jeunes filles qui partaient donner à manger à un détenu au niveau du pôle pénitentiaire d'Abidjan, qui partaient avec de la nourriture. Et dans la sauce, il y avait des boules de cannabis qui étaient trempées dans la sauce. Et lui, était la vigilance des gardes pénitentiaires, le produit allait passer facilement. Elles ont été surnommées sur les réseaux sociaux le gang de Baouin, parce que c'est la sauce Baouin qui est transportée. Voilà. C'est pour dire qu'il y a tous ces artifices-là, il y a toutes ces stratégies-là que les gens aujourd'hui utilisent pour pouvoir introduire ces produits illicites dans le milieu carcéral. Je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure, mais il faut que le gouvernement prenne des mesures, comme je l'ai dit, je l'ai signifié tout à l'heure. Il faut des réformes dans le milieu carcéral parce que les choses ont beaucoup évolué, le monde est beaucoup dynamique et il faut pouvoir répondre à ces besoins-là pour pouvoir faciliter les choses dans ce milieu. Et c'est-à-dire le milieu est un peu déshumanisé aujourd'hui. C'est vrai que nous ne vivons pas là-bas, mais au moins des réseaux sociaux, on voit aujourd'hui les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent. J'ai parlé tout à l'heure d'un rapport de Prison Insider qui dit que dans certaines prisons, il y a une surpopulation de plus de 296%. Il y a d'autres prisons où il y a une surpopulation de plus de 600%. Imaginez-vous un peu des êtres humains vivre dans ces conditions-là. Il faut que le gouvernement regarde cela aussi. Peut-être que ça crée des frustrations qui entraînent des rébellions et on voit tout ce qui arrive aujourd'hui. On évoque à présent la crise qui secoue actuellement la FIDOP, la Fondation pour les droits de l'homme, qui était dirigée jusqu'en 2024 par le docteur Bouka Sako Gervais. Aujourd'hui, le mouvement est en péril, enfin, est quelque peu secoué par une crise interne entre ce dernier qui, depuis 2024, est président d'honneur et son secrétaire général, Bilarus, qui s'oppose à la décision
de l'organisation prise par le président honoraire, justement Boga Sako Gervais, d'interdire la participation de la FIDOP au débat organisé de façon hebdomadaire par la chaîne privée NCI. Alors là-dessus, ce dernier, le secrétaire général Bimarus, a pondu une déclaration aujourd'hui dans un courrier dans lequel il protestait contre cette décision, le courrier qui était adressé au président d'honneur, et il lui rappelait tout simplement qu'il n'est plus, je vais vous lire de façon précise les termes employés, il lui dit ceci: et vu que mes interventions sur le plateau de NCI font l'objet de concertations auxquelles vous participez, vu que l'article 15 de nos statuts et règlements intérieurs confie la gestion au secrétaire général, la FIDOP voudrait porter à votre connaissance, sinon vous vous rappelez, que seule l'équipe intérimaire a qualité pour la représenter dans la vie civile, publico-politique, à l'exclusion de toute autre personne, fût-elle le président fondateur. Jean-Richard Nguessan, comment est-ce que vous interprétez cette crise qui marque une sorte de rupture entre le président fondateur, très connu des Ivoiriens, et son secrétaire général? Moi, je pense que la sortie du docteur Boga est... Non, je veux parler déjà de sa sortie. On sait que lors de l'Assemblée générale de 2024, il y a eu une passation de charge, il a démissionné. Et aujourd'hui, il a un titre honorifique. Et vous avez lu tout à l'heure la déclaration. Il dit seule l'équipe intérimaire a qualité pour représenter la FIDOP dans la vie civile, publique et politique. Bon, je pense que c'était un message assez clair. Et cela aussi pose la question de la société civile aussi par ailleurs en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en tant que secrétaire général de la FIDOP, il a le droit d'exprimer son sentiment. Après, c'est vrai qu'il y a la ligne de l'organisation, mais en tant que président honorifique aujourd'hui de la FIDOP, a-t-il le droit de décider au nom de la FIDOP? Je ne le crois pas. Je pense qu'il a fait une sortie de route et il est bien pour le secrétaire général de rappeler à M. Dr Boga qu'aujourd'hui, il n'est plus celui qui dirige la FIDOP. C'est vrai qu'il a été président fondateur de l'organisation, mais aujourd'hui, il en est le président honorifique. Et c'est là, il est important de le préciser. Soro Jabiga, cela, moi, il y a deux choses que je voudrais mettre en lumière. Il y a d'abord le manque de constance chez nos élites. Et il y a aussi le problème structurel que cela pose. D'abord, le manque de constance, je veux dire que autant on reproche au RHDP d'inféoder certains mouvements de la société civile auprès de lui, autant aussi le PDCI et le PPACI ont des mouvements politiques qui sont proches d'eux, n'est-ce pas? La FIDOP a sa ligne politique. La FIDOP a sa ligne d'action, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Boga Sako, qui tente encore de continuer de contrôler l'organisation alors qu'il n'en est plus le président. Et c'est celui-là qui reproche au président Alassane Ouattara d'avoir fait un troisième mandat et de vouloir faire un quatrième mandat. Je vois qu'il y a un manque de constance dans son action. Aujourd'hui, il n'est plus président, il est président honorifique. Il faut qu'il se retire, il faut qu'il se mette à l'écart pour laisser l'organisation fonctionner conformément aux tests du parti. C'est pas parce que tu es membre pas du parti, du mouvement, c'est de l'organisation. C'est pas parce que tu es membre fondateur. C'est pas parce que tu es fondateur même de l'organisation que tu vas continuer d'avoir une même mise là-dessus et contrôler l'organisation. Vous comprenez? Donc, au-delà même d'une brouille entre l'organisation de la société civile qui est la FIDOP et NCI, il y a d'abord le problème de structuration, le problème interne au niveau de la FIDOP. C'est un problème de leadership interne, un problème de positionnement. Aujourd'hui, le secrétaire général refuse de respecter la ligne que le fondateur a insufflé à son organisation. Et il y a ce problème qui existe, mais c'est un mouvement de droit. Je pense qu'ils vont faire respecter le droit. Alors, on a la réaction du docteur Boga Sako Gervais qui minimise cet incident. Il estime qu'il ne faut pas s'y étaler parce que cela est de bon garde fait. Pour lui, il le qualifie d'épiphénomène. Voilà, c'est le terme que vous avez entendu tout à l'heure. Pour lui, c'est tout simplement un épiphénomène. Cette réaction de son secrétaire général, lequel nous n'avons pas pu joindre en cours de journée, malheureusement, malgré tous nos efforts. Bimarus, nous n'avons pas été en mesure de le contacter, mais on va tout de même entendre ce qu'en dit le docteur Boga Sako Gervais. Écoutez, en ce qui concerne la suspension de la FIDOP à tous les débats télévisés sur NCI 360, nous avons pris une décision
et je suis le signataire en tant que fondateur et président honoraire à la demande du président par intérim de ce communiqué dans lequel nous avons pris la décision, donc, dis-je, de suspendre nos participations. Et les raisons sont suffisamment claires et telles qu'exprimées dans le communiqué. Et je ne voudrais pas en dire plus parce que ça, vraiment, je suis sur un autre plateau, le vôtre. Et pour nous, ça compte aussi. Jean-Richard, votre avis à la réaction de Dr Boga? Après, il est important de promouvoir aussi la liberté d'expression. C'est une organisation qui a sa ligne, mais après, elle est composée d'individus qui ont la possibilité sur un plateau de télé d'exprimer leurs sentiments et leurs point de vue. Il faut respecter la ligne d'organisation. La dictature dans une organisation de société civile. Donc après, cela... Attends, on se pose plus ou moins des questions. Il est libre d'exprimer ce sentiment. Le président honorifique de l'organisation. On veut être libre, on fait travailler solitaire. Aujourd'hui, il est le président honorifique. Il aurait dû ne pas démissionner de la tête de l'organisation. Il n'a pas démissionné, ce sont les tests qui le mettent de côté. Donc aujourd'hui, quand Dr Boga a décidé que le secrétaire général n'aurait pas dû tenir ce type de propos, décider que l'organisation ne va pas participer à telle ou telle émission après, je pense que ça pose le problème de la démocratie même au sein de cette organisation. Soro Djabiga, une minute. Nous connaissons tous Dr Boga Sako. Depuis 2020 jusqu'à ce jour, on voit ces différentes déclarations. En le suivant de près, on connaît sa ligne politique. Aller sur un plateau de télévision, aussi suivi que NCI, et dit que Tidjane Thiam est victime de son imprévoyance, c'est une attaque à l'endroit de Tidjane Thiam. La FIDOP ne s'inscrit pas dans cette... La FIDOP serait-elle alors un appendice de l'opposition? Non, je ne le dis pas. Mais la FIDOP ne s'inscrit pas dans cela. Puisque les heures qui ont suivi cette déclaration, nous avons vu la réaction spontanée de la direction de l'organisation. C'est dit qu'aujourd'hui, la déclaration du secrétaire général Bli sort du cadre de la ligne et il doit être recadré. Et c'est ce qui a été fait. Au-delà même de Boga Sako, de Dr Boga Sako, il y a une intérimaire qui est là, qui a aussi salué la déclaration de Dr Boga Sako. C'est dit que ce n'est pas une décision unilatérale. C'est en concertation avec la direction de l'organisation que le secrétaire général a été interpellé. Maintenant, quand ils sont encore pour contester cela, quand c'est comme ça, lorsqu'on veut avoir la légitimité de s'exprimer, voilà, Guillaume Bateau l'a fait récemment, il ne se sentait plus à l'aise au sein du FPI. Je lui ai posé la question une fois. Sur le plateau de NCI, il ne se sentait pas à l'aise, il ne pouvait pas parler librement. Aujourd'hui, avec sa nouvelle posture qu'il a, il parle librement sans être interpellé. Aussi aujourd'hui, le secrétaire général sent qu'il a une autre ligne qui est différente de celle de la FIDOP. Il se retire carrément de l'organisation et il se fait inviter sur les plateaux télé, il dit ce qu'il veut. Mais il ne faut pas qu'il parle seulement de l'organisation. Malheureusement, il faut bien conclure cette émission. On a juste quelques minutes pour la faire. Jean-Richard Nguessan, on vous laisse toute la place pour la revue de presse. Ouvrons comme de coutume la revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan qui barre à sa une football entente sportive d'Aboville. Moussa Sawadogo, c'est du président qu'il s'agit, n'a pas truqué ses matchs. Et le quotidien, dans un entretien accordé au président du club, revient notamment sur la saison en Ligue 2 et il parle notamment de ses ambitions en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et puis toujours à la une de l'intelligent d'Abidjan, Dominique Ouattara rassemble les talents. Elle a reçu notamment l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Kolo Touré, et l'humoriste Bli de Fer. Et puis l'intelligent d'Abidjan évoque également la prochaine fête de la Tabaski 2025. 140 000 moutons déjà disponibles pour cette fête. Et puis Fraternité Matin, le journal gouvernemental revient sur l'audit, la révision de la liste électorale, les éclairages du président de la commission électorale indépendante. Le processus électoral aussi fait la une du nouveau réveil proche du PDCI RDA. Tidjane Thiam saisit l'ONU, Union démocratique africaine OUA, exige l'inscription inconditionnelle du Thiam sur les listes électorales. Et puis c'est la même information que nous donnons dernière heure. Thiam saisit
l'Organisation des Nations Unies pour la défense de ses droits. Une information qui est à la une de la nouvelle alliance qui parle de la liste électorale dont la sortie était prévue pour le 20 juin 2025. Pourquoi Cubier a précipité l'affichage de la liste électorale, tout sur le verrouillage du processus électoral. Et puis l'avenir nous parle aussi de la présidentielle 2025. Les militants de la diaspora dénoncent le PDC-RDA est l'otage d'intérêts individuels. Il faut sauver le parti. Et puis terminons cette revue de la presse avec le Jour Plus qui revient sur la fête de la Tabaski. L'ambiance sur les marchés du bétail. Les prix varient entre 100 000 et 2 millions de francs CFA. Vendeurs et acheteurs en parlent. Merci Jean-Michel Obessence. Jabiga 30 secondes. Si Merci. un titre vous a... Oui, il y a un nom qui m'a marqué, c'est la cherté du coût du mouton en cette période de Tabaski. Figurez-vous que les moutons qu'on achetait généralement à 100 000 francs aujourd'hui coûtent maintenant à 180 000 francs. Les pauvres moutons. Les pauvres moutons. Bon, c'est un peu compliqué. Ce sont des éléments de notre religion. Hein. Voilà, ce sont des piliers de l'islam qu'il faut respecter. Voilà. Et aujourd'hui, cette cherté a fait que les citoyens moyens ne peuvent pas accomplir ces actes-là pendant la période, pendant la fête de Tabaski. Et j'aimerais appeler aussi le ministère des ressources halieutiques et des ressources animales à l'effet de prendre ses responsabilités pour que les citoyens puissent avoir accès vraiment à des moyens nécessaires pour acheter le mouton, afin que le mouton soit accessible à toutes les familles le jour de la fête. Le pauvre mouton. Ça, c'est le voyant qui vient de s'exprimer. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se dire au revoir et puis on se retrouve demain pour une autre édition de l'Intelligent Club. Portez-vous bien et on se retrouve demain. Au revoir.